On m'avait demandé de parler un petit peu de c'était quoi qu'on prévoyait comme des effets sur le Canada à large par rapport à notre cher personnage Trump. En fait, je pourrais vous dire qu'à date, mais moi, mes prévisions à moi, moi je disais que vers la fin février, on va commencer à avoir des personnes qui vont arriver carrément dans notre organisme, février-mars. Mais dans les prévisions comme globales, je vais expliquer plus en détail. À court terme, on pense qu'il va y avoir une augmentation des demandeurs d'asile et des personnes sans papier partout au Canada, incluant la province du Québec. On pense que cela va poser plusieurs défis, car de plus, il y en a une petite question qui est le fait que les visas, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça va inclure le Mexique parce que les visas pour les touristes du Mexique a été retiré en décembre. Et à quelque part, ça fait en sorte que plusieurs personnes sont en train de venir, mais cette fois-ci, ils ne demandent pas nécessairement l'asile politique, ils sont en train de rester sans statut. Donc, ça pose d'autres défis. Le défi, c'est un biais du système pour accepter les cas d'asile des Mexicains, parce que le Mexique est considéré comme un pays sûr par le Canada. Évidemment, ce sont trois pays, c'est les États-Unis, le Canada et le Mexique qui étaient les trois amigos. Donc, ça faisait en sorte qu'on considère que les pays sont en bonne et due forme. On a des traités comme l'ALENA qui font en sorte que tout se voyait correct. Avec Trump, ça va être de voir comment ça se déploie aussi la politique avec le Mexique, parce que c'est certain que ça brasse beaucoup. C'est pas la même chose les rencontres avec Peña Nieto qu'avec Trudeau. Mais en tout cas, ça va poser des défis pour le Canada, parce que c'est certain que plusieurs Mexicaines, autant et de Latino-Américaines aussi, autant aux États-Unis qu'au Mexique, commencent à voir le Canada comme une porte de sortie à la violence au Mexique. Il y en a un manque de volonté politique d'augmenter les quotas concernant les réfugiés. Il y en a où on m'a donné une augmentation du parrainage privé. Est-ce que vous savez c'était quoi la question? Je vais juste m'arrêter pour expliquer des trucs, parce que sinon on va échapper des questions. En fait, par exemple, dans les cas des Syriens, à un moment donné, on a arrêté plusieurs cas de refuge pour focuser sur les Syriens. C'était dans tous les médias. Donc, on a donné priorité à ce pays-là, parce que ça faisait beau dans les photos. Mais la majeure partie des personnes réfugiées étaient parrainées par les privés. La différence entre le parrainage privé et le parrainage public, en fait, c'est qu'une personne qui arrive en tant que personne parrainée par l'État, à quelque part, ou prise en charge par l'État, c'est une personne qui va avoir tout de suite accès à l'aide sociale, qui va pouvoir rentrer en francisation, qui va avoir vraiment comme plus de ressources concernant tout cela. Les personnes qui étaient parrainées par les privés, qui étaient la grosse partie des personnes qui ont été acceptées au Canada, et au Québec aussi. À Montréal, on a reçu que vraiment presque des personnes parrainées par les privés. C'était par des groupes religieux, c'était par des groupes de personnes, de 6 personnes de plus. C'était des personnes où on accueille plus ou moins à géométrie variable, dans le sens que les personnes s'engageaient à accompagner cette personne-là, puis à répondre à tous ses besoins pendant une année. Mais les personnes étaient plus ou moins capables de faire ça. Donc, des fois, les Syriens se retrouvaient après 3 mois avec l'obligation de travailler pour subir ses besoins et ceux de la famille. Donc, ça fait en sorte que, grosso modo, les personnes n'ont pas pu se franciser parce qu'ils travaillent à temps plein dans des emplois plus ou moins convenables, etc. Donc, ça fait en sorte que cette augmentation du parrainage privé a terminé par exploser, puis par faire voir au gouvernement que ça allait mal. Et donc, il y a eu un moratorium sur les parrainages privés, carrément. Donc là, le parrainage privé est arrêté. Donc, même des personnes qui aimeraient parrainer d'autres personnes, parce que là, on va commencer à avoir des cas difficiles. Ça va être vraiment difficile parce que là, il y en a un moratoire qui va durer jusqu'à la fin de 2017. C'est annoncé par le gouvernement du Canada, date sort. Et ça n'a pas été très médiatisé, mais c'est le cas en ce moment jusqu'à la fin de cette année.
Évidemment, il y en a aussi tout un défi concernant la capacité du pays d'accueillir des personnes. C'est certain que le plus de personnes qu'on accueille, le moins de ressources qu'on a, si on augmente des ressources, là, comme quand même, ça fait en sorte que c'est tout un défi. Et aussi, il y en a une question, en fait, c'est une entente que le Canada a avec les États-Unis, c'est l'entente sur les tiers pays. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, en fait, qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent vraiment la nuit la frontière pour ne pas passer par des postes frontalières pour arriver au Canada, pour ensuite se faire attraper. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui. Ok. Est-ce que vous comprenez le pourquoi, l'entente du tiers pays? Tout le monde la comprend? Ou il faudrait que je l'explique? Oui, oui. OK. Bon, bref, là, supposément, étant donné que les États-Unis sont un pays sécure et que le Canada est un pays sécure, quelqu'un qui arrive aux États-Unis, normalement, si c'était tout autre président, la personne aurait pu demander l'asile politique aux États-Unis et les États-Unis auraient analysé les cas et il aurait pris soin de cette personne-là si elle avait un besoin et puis si elle rentrait dans les cas de la Convention de Genève. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas nécessairement. Il y a beaucoup de peurs aux États-Unis. Donc, ça fait en sorte que les personnes, s'ils arrivent au Canada, ils vont se faire rejeter. S'ils essaient d'arriver d'une façon légale et dépasser pour tramiter leur statut d'asile, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils viennent d'un autre pays qui est le deuxième pays, le Canada est le tiers pays. Donc, l'entente fait en sorte que ça marche très mal. Et c'est certain qu'en ce moment, au Parlement, il y a une volonté des pays, pas des libéraux, là, mais des autres partis, là, comme le NPD, là, par exemple, qui sont en train de dire hey, ça ne marche pas, puis il faudrait quand même réaliser cette entente-là, parce qu'en ce moment, avec Trump, on n'est pas certaine de ce qui va se passer. Et ça fait en sorte qu'on a des personnes qui sont en train de passer la frontière en plein hiver, là, comme c'est pas négligeable. Normalement, là, ça arrivait pas que les personnes ça arrivait que les personnes faisaient ça, mais ils le faisaient vraiment planifié. Ils essaient de commencer genre en été, en automne, mais pas avec des températures de moins de 30 degrés. En fait, aujourd'hui, il y a un article qui a eu des personnes qui ont perdu des doigts. Parce que, en fait, il y a eu des cas d'hypothermie et tout. Donc, c'est vraiment grave. En fait, pour les mois de janvier, il y a eu presque 500 cas répertoriés de personnes qui ont été arrêtées du côté canadien en train de passer la frontière. Donc, et ça, ce sont les cas des personnes qui décident de se faire arrêter. Il y a d'autres personnes qui pourraient juste arriver, puis ils sont perdus dans la nature. Donc voilà. Et aussi, il y en a la question de la loi, le projet de loi C-23. Est-ce que vous avez entendu de ce projet de loi-là, qui est aussi assez intéressant? En fait, c'est un projet de loi qui vise à faire... Déjà, vous avez par exemple, quand vous volez, quand vous sortez par Pierre-Éliott Trudeau, vous passez les douanes américaines au Canada. C'est dans les sols canadiens, mais il y a des ententes qui font en sorte qu'on peut passer les douanes ici. Mais les agents frontaliers des États-Unis ont des droits plus ou moins restreints. Là, le projet de loi C-23, en fait, vise à élargir ces droits-là des agents. Donc, entre autres, ces agents-là pourraient dire non à un résident permanent canadien. Là. Pas juste une personne qui aimerait demander le refuge, un résident permanent. Il pourrait décider de dire, finalement, on ne va pas vous permettre de prendre votre vol parce que là, comme on ne vous croit pas, etc. Donc, il ne pourrait pas lui permettre de prendre les vols. Les droits que normalement sont accordés aux résidents pourraient s'appliquer toujours dans les postes frontalières terrestres, mais dans les aéroports, non. Et il y en a déjà plusieurs aéroports qui ont des checkpoints comme Pierre-Éliott Trudeau. Donc, c'est délicat et comme en fait, moi je suis aussi membre du CA de la TCRI, la table de concertation des journalistes qui travaillent auprès des réfugiés et des immigrants. Et on est préoccupé par rapport à cette question-là parce que ça va élargir énormément les pouvoirs des agents frontaliers américains sur les sols canadiens. Et ça concerne aussi même les citoyennes canadiennes, les droits que ces personnes-là pourront avoir sur tout le monde. Nous tous et toutes inclus. Donc, ça, ce sont vraiment des préoccupations qu'on a plus à court terme. À long terme, il y a toujours une question, est-ce que les États-Unis vont mettre une pression politique afin de sécuriser la frontière? C'est certain? OK. Parce que c'est désolé pour le dérangement. Hein? Donc, est-ce qu'ils vont mettre une pression politique afin de sécuriser la frontière? C'est certain là, que
Avec Trump, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est certain que oui, là, comme on n'arrête pas de parler de handshake entre les deux, là, mais ça va brasser. C'est certain qu'avec Trump, on n'est pas certaine. C'est pas une personne qui est très diplomatique ni rien. Et est-ce que la politique publique canadienne changera afin d'apaiser Trump? Ce sont des questions que je n'ai pas certaine. Il y a aussi un manque de volonté politique au Canada et d'application des lois et de corruption au Mexique. Là, on parle vraiment de toute la question que le fait qu'il y a énormément de problèmes de sécurité au Mexique vont faire en sorte que les personnes vont continuer à vouloir venir, malgré le fait qu'ils ne pourront pas nécessairement demander un statut d'immigration quelconque. Même s'ils ne peuvent pas avoir la résidence, même s'ils savent qu'ils ne devraient pas demander un statut de réfugié parce qu'ils ne rentreront pas dans les cadres de la Convention de Genève, il y a de plus en plus de personnes qui viennent et qui décident de rester sans papier. Et ça va être vraiment délicat. Ça va poser énormément de défis. Ce n'est pas la même chose d'être sans papier aux États-Unis qu'au Canada en ce moment. Quand même on le sait, là, aux États-Unis, tu as minimalement les droits, tes enfants ont les droits d'aller à l'école. Ici, à ce jour-là, ce n'est pas le cas. Les enfants des personnes sans papier n'ont pas le droit d'aller à l'école, encore cette année. Bref, on n'arrête pas de dire que ça va changer, mais ça ne change pas. L'accès aux droits de santé est super compliqué. Donc, bref, ça va apporter des personnes sans papier et ça va être compliqué aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'étais claire, j'essayais d'aller très vite, mais bref, les implications par rapport à ça et par rapport à la question des droits humains des personnes seront graves. Là, puis ça va être pour tout le monde. Là, il y a vraiment un sentiment là, je pense que parmi les personnes qui sont aux États-Unis, issues des communautés culturelles, sont très préoccupées par rapport à cette question-là. Puis c'est certain que ça fait en sorte que les personnes se déplacent de plus en plus vers le Canada. Donc ça va apporter des défis et ça va apporter aussi probablement des opportunités si on les voit comme une richesse et si on trouve des solutions. Merci beaucoup, Mme Islas.